Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, vous nous rejoignez aujourd'hui dans le cadre du projet Climat Supinsa, donc projet du Shift Project qui vise à intégrer les enjeux socio-écologiques dans les formations d'ingénieurs du groupe INSA. Et dans ce cadre-là, nous avons organisé différentes séries d'auditions d'experts sur plusieurs thématiques. Et après la thématique des low-tech la semaine dernière, aujourd'hui c'est Mathieu Ozano, le directeur du Shift Project, qui va intervenir et nous présenter les enjeux géopolitiques euh, lié au pétrole et le lien avec l'industrie et avec nos sociétés. Et je pense qu'on pourra essayer de débattre aussi sur les connaissances et les compétences pour le métier de l'ingénieur en général, et pas seulement les ingénieurs travaillant dans le secteur de l'énergie. Donc Mathieu, je pense que tu vas te présenter de manière plus complète que moi. J'ai vu que tu avais un slide là-dessus. Donc je te laisse commencer. Merci beaucoup Damien, et puis merci à tous pour cette présentation et cet échange. Je me présente peut-être en deux mots. Donc, je suis le directeur du Shift Project, donc l'association, le groupe de réflexion, le think tank en bon français qui est derrière le projet qu'on mène actuellement avec l'ensemble du groupe INSA à travers Damien et Claude Marange. Merci à eux et bravo pour leur travail, également Anne-Laure, je crois qu'elle est là, et Sam qui ne doit pas être loin. Qui organise tout ça. Donc je dirige le Shift et j'ai pour particularité de ne pas être, je suis un peu le littéraire de la bande, je ne suis pas un ingénieur, je suis ancien journaliste et j'ai écrit, entre autres choses, j'ai écrit une histoire du pétrole, non pas une histoire strictement industrielle, mais plus exactement une histoire de la manière dont le pétrole a joué un rôle surdéterminant dans l'évolution de la société en général, de l'économie et de l'industrie, des activités techniques en particulier. Et c'est un aperçu de ça que je vais vous donner aujourd'hui, un aperçu historique, et puis également prospectif. Donc, j'ai intitulé cette présentation Le pétrole est le sang de la société. Alors, ce constat-là, je vais tenter de l'expliciter. Et puis, deux points. Comment essayer de réussir une opération à cœur ouvert. Vous savez pourquoi, quelle pathologie on a dans notre lien au pétrole. En tout cas, vous en connaissez une partie et je vais essayer de vous en donner un aperçu un peu plus vaste de cette pathologie qu'on doit traiter aujourd'hui quelque part en changeant le système, changeant le sang de la société qu'est le pétrole, et par nécessité, par construction, en faisant évoluer l'organisme société lui-même. Alors, le pétrole est le sang de la société. On peut employer de nombreuses analogies non moins exactes décrivant à quel point le pétrole joue un rôle surdéterminant dans nos activités humaines. Je reviendrai à cette notion de sang, cette analogie avec le sang, avec le système sanguin, un peu plus tard en donnant une illustration historique. Mais j'aime bien commencer cette présentation de cet aperçu du rôle surdéterminant du pétrole dans nos sociétés en prenant la citation que vous avez sous les yeux, qui est inscrite à l'entrée du musée du pétrole en Chine. On le sait peu, mais la Chine est un producteur pétrolier très important et la découverte et l'exploitation du pétrole ont joué un rôle décisif dans l'émergence de la Chine en tant que puissance économique et industrielle. Alors cette phrase, vous l'avez sous les yeux, elle dit « Le pétrole a une relation compacte avec la force politique, économique et militaire d'un pays. » Je dis en passant, quand je disais la Chine est un producteur pétrolier important, il se trouve, et ça fait le lien avec ce que je veux vous dire un petit peu en termes prospectifs, que la production de pétrole de la Chine décroît. Elle ne décroît pas parce que la Chine sort du pétrole, côté consommation, c'est même tout le contraire. Elle décroît parce que l'offre elle-même décroît. Et pourquoi est-ce qu'elle décroît? Bien pour des raisons bêtement géologiques. Les puits pétroliers chinois sont en voie de tarissement et depuis quelques années, depuis 2014 exactement, la production nationale chinoise décroît.
Alors cette phrase, revenons à cette phrase, donc qui est inscrite à l'entrée du musée du pétrole, qui se situe dans la région pétrolifère principale de Chine, en Mandchourie. Le pétrole a une relation compacte avec la force politique, économique et militaire d'un pays. Alors jouons un petit peu avec cette phrase. En fait, elle dit un truc qui est évident pour vous, élèves ingénieurs, c'est qu'un watt égale un joule par seconde. Si vous remplacez pétrole par énergie, et on a le droit, puisque le pétrole est la première source d'énergie utilisée, requise par l'humanité pour effectuer de la puissance, eh bien, effectivement, il y a cette relation compacte. En fait, la puissance, c'est tout simplement, comme vous le savez, l'effectuation d'une ressource énergétique par le temps, sur le temps. Voilà. Donc cette phrase, elle dit tout simplement que l'énergie est très liée à la puissance d'un pays. Simplement, vous avez compris la nuance, c'est que bien souvent, lorsque l'on parle de puissance dans les affaires humaines, puissance effectivement politique, économique, militaire, on perd de vue, la plupart du temps, ce lien physique intrinsèque avec l'énergie. Et en fait, toute l'histoire du XXe siècle est une histoire d'un essor sans précédent de l'effectuation de la puissance humaine et tributaire a été tout au long, de bout en bout, systématiquement, partout, et à toutes les échelles, tributaire de la disponibilité de ressources adéquates en énergie pour effectuer cette puissance. Alors, on va explorer un peu cette notion-là. Alors, une relation compacte, eh bien, on peut l'observer de maintes manières. L'une des façons les plus holistiques, les plus généralisantes d'observer ça, c'est de regarder. Alors là, vous avez un extrait, je vais vous en donner d'autres projections. C'est simplement sur une échelle de temps, là, des années 70 jusqu'au début des années 2010, la relation entre croissance économique, croissance de la consommation d'énergie et croissance de la consommation de pétrole. Voilà, ça c'est juste un indice. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui fonctionne ensemble. Il y a l'air, tout se passe comme si, comme on dit chez les scientifiques, tout cela allait ensemble. Alors, on va explorer cette notion. Effectuation d'une puissance croissante au XXe siècle. Depuis l'essor industriel, disons, depuis la moitié du XIXe siècle. Sur le graphe du haut, vous avez quelque part le début du diagnostic qu'on peut poser aujourd'hui, c'est la production annuelle de CO2 anthropique, l'usage de l'énergie, l'usage des terres, voilà, les réactions qu'on utilise pour mobiliser la puissance humaine, eh bien, elles sont tributaires, elles ont pour conséquence, de générer du CO2 à travers la combustion des hydrocarbures d'une part, pour ce qui est du pétrole et du gaz naturel, et du charbon d'autre part, qui ont en commun, comme vous le savez, d'être des sources d'énergie carbonées. Et puis, sur le graphe du bas, bien, tout simplement, malheureusement, un graphe que vous connaissez sans doute très bien si vous suivez ce programme, eh bien, c'est la concentration de CO2 dans l'atmosphère depuis un siècle et demi. Vous retrouvez là sur le graphe en haut à gauche l'empilement en fait des sources d'énergie dans la production énergétique globale. Donc vous avez effectivement un résumé quelque part à gauche ici de l'histoire industrielle avec cet empilement de toutes les sources d'énergie fossile d'abord, charbon, puis essor ici en marron du pétrole et enfin essor du gaz naturel. Et puis tout ce qui mobilise le débat sur la transition énergétique. Vous voyez que c'est l'arbre qui cache la forêt, cette fameuse polémique entre nucléaire et énergie renouvelable. Eh bien, le nucléaire, il est tout là-haut en jaune. En bleu, ce sont les barrages. Et là, vous le verrez à peine, vous le distinguez à peine, ce sont les énergies renouvelables. Donc finalement, pour mobiliser la puissance économique, politique et même militaire, toute la puissance technique mobilisée par l'humanité, elle est et demeure à 85% tributaire de sources d'énergie fossiles, carbonées et tarissables. On va y revenir. Et donc, effectivement, si on y réfléchit un petit peu, l'énergie est par excellence
le pétrole, par excellence et par quantité. On va y revenir. Ici, dans les sources d'énergie fossile, le pétrole est le numéro 1, reste le numéro 1. On va y revenir tout de suite après. On perçoit, si on réfléchit à toute la manière dont techniquement on mobilise la puissance, eh bien cette énergie, elle est absolument omniprésente. Et c'est en cela qu'elle est le sang, l'énergie de manière générale, et par excellence, le pétrole constitue le sang, c'est-à-dire ce qui apporte l'énergie. Ces sources d'énergie, c'est ce qui apporte l'énergie et ce qui permet d'effectuer la puissance du corps technico-sociétal. Continuons dans un petit peu cet aperçu. Donc là, vous avez un petit peu détaillé la répartition des sources d'énergie. Donc vous voyez ce que je vous disais à l'instant, que le pétrole demeure devant le charbon et devant le gaz naturel la première source d'énergie fossile et la première source d'énergie tout court. Ici, pétrole et gaz, il faut simplement rappeler, comme vous le savez, que chimiquement, on parle de la même chose, des hydrocarbures. Donc, finalement, le gaz, c'est un petit frère du pétrole. On parle vraiment des mêmes ressources, de la même chimie, des mêmes ressources géologiques. En général, on trouve le gaz au même endroit que le pétrole. Il se forme de la même manière. C'est rigoureusement la même chose, simplement, il y en a un qui, à température ambiante et pression ambiante, est sous forme liquide et l'autre qui est sous forme gazeuse. Mais fondamentalement, c'est la même chose. Évidemment, c'est beaucoup plus pratique à manipuler sous forme liquide. D'où la nature reine du pétrole. Et puis, ici, vous retrouvez une autre visualisation dans le graphe du dessous de cette relation compacte entre production d'énergie et production économique mondiale. Ici, vous avez à gauche, en Y, le PIB, et ici, la production d'énergie primaire. Et vous voyez, et on aurait pu prolonger ce graphique, à quel point on retrouve cette capacité pour effectuer une puissance économique, c'est ce que mesure le PIB, il vous faut des ressources adéquates en énergie. Ok, donc avançons sur le caractère premier du pétrole. Pourquoi est-ce que le pétrole est à ce point, en quantité et en qualité, la reine des sources d'énergie? Alors, pour présenter ça, j'aime bien passer par des exemples historiques, tout simplement parce que c'est le domaine que j'ai sans doute le plus documenté. Donc, je vais vous donner comme ça rapidement une petite série d'aperçus historiques de cette relation compacte qu'il y a dans l'histoire entre une volonté de puissance, des volontés d'effectuer des puissances matérielles et la nécessité, le rôle décisif du fait de disposer ou de manquer d'énergie, et en particulier de la meilleure source d'énergie, c'est-à-dire la plus simple, celle qui offre le rapport coût-bénéfice le plus intéressant, qui est le pétrole. Donc le pétrole, rapidement cet aperçu historique, le pétrole a joué un rôle décisif dès la guerre de 14 pour rompre la guerre de position. Les chars ont joué un rôle décisif pour rompre la guerre de tranchées et donner l'avantage aux forces alliées. Et voilà, donc pour symboliser ça, j'aime bien utiliser cette citation de Lord Curzon, qui était un des stratèges de l'Empire britannique à l'époque, qui a été notamment vice-roi des Indes. Il constatait ça en novembre 1918, au lendemain de l'armistice. Il disait « On pourrait presque dire que la cause des Alliés a flotté jusqu'à la victoire sur une vague de pétrole. » Une vague de pétrole. On retrouve une nature liquide qui est très intéressante, qui est très pratique par rapport au charbon. C'est l'une des nombreuses qualités physiques naturelles du pétrole, c'est qu'elle est liquide. Ça me permet de revenir à cette notion de sang, cette analogie avec le sang. Il se trouve qu'au même moment, plutôt un an plus tôt, en 1917, l'analogie la plus célèbre entre le pétrole et le sang a été créée, inventée par le tigre, Clémenceau. Georges Clémenceau, alors précisément que les forces alliées sont menacées de panne sèche, parce que les navires citernes qui ramènent le pétrole américain, leurs marins ne veulent pas s'engager dans la Manche par peur d'être coulés par les sous-marins allemands. Les forces alliées
sont menacés à ce moment-là de se retrouver en panne sèche de ce fait. Et Clémenceau, alors que grâce à la cavalerie blindée, grâce aux chars Renault FT, les Alliés sont en train de reprendre l'avantage, l'état-major prévient Clémenceau que la panne sèche menace, et c'est à ce moment-là que Clémenceau, qui était un avocat, donc quelqu'un qui maîtrisait le verbe éminemment, envoie un câblogramme transatlantique au président américain Wilson pour l'appeler au secours et lui demander de toute urgence d'envoyer le pétrole nécessaire pour maintenir l'offensive. Et il a cette image et il dit dans les guerres de demain, une goutte de pétrole vaudra une goutte de sang. Et je ne sais pas s'il a mesuré la profondeur de son analogie, mais je vais vous en donner d'autres exemples de leaders politiques de l'époque qui comprennent à quel point la disponibilité d'énergie, et en particulier de pétrole, est absolument décisive dans l'effectuation de la puissance économique, politique et militaire. Je vous donne cet autre exemple, Calvin Coolidge, qui est un président américain qui n'est pas très connu, mais qui est quand même le président des années 20, ce qu'on appelle aux États-Unis, on ne parle pas des années folles, on parle des Roaring Twenties, des années 20 rugissantes comme l'industrie américaine qui est à ce moment-là en train d'exploser. Si vous vous rappelez, je ne sais pas si les tintinophiles, si vous vous rappelez de Tintin en Amérique, pour ceux qui aiment bien Tintin, on voit ces villes champignons qui poussent du jour au lendemain sur un champ pétrolier. Eh bien, la photo que vous avez là sous les yeux, c'est tout simplement Los Angeles. Los Angeles dans les années 20, ça ressemble à ça. En fait, la ville de Los Angeles, qui est, si on y réfléchit bien, l'archétype de la mégapole moderne, a poussé littéralement sur un champ pétrolier. Et Calvin Coolidge, à ce moment-là, fait cette observation. Il dit il est probable que la suprématie des nations puisse être déterminée par la possession de pétrole. Un autre aperçu, moins riant, mais non moins juste, on peut regarder la Seconde Guerre mondiale comme l'affrontement entre deux nations qui avaient une volonté de puissance, mais qui étaient dépourvues de pétrole, l'Allemagne nazie et l'Empire nippon, vaincus par deux puissances qui se trouvent être, même des superpuissances, comme on va les appeler au sortir de la Seconde Guerre mondiale, qui se trouvent être au surplus ou à la base, en fait, les deux premiers producteurs de pétrole mondiaux à l'époque, et même encore aujourd'hui, l'URSS d'une part, et les États-Unis d'autre part. Ce qui motive Adolf Hitler et les nazis dans l'opération Barbarossa, c'est-à-dire l'invasion de l'Union soviétique en 1941, c'est le but ultime de l'invasion de l'URSS, c'est de mettre la main sur la plus belle source d'énergie abondante et pas chère disponible sur tout le continent euroasiatique, qui est le pétrole de Bakou, au bord de la Caspienne, tout au sud de l'Union soviétique, et Stalingrad. Vous avez une photo ici. Stalingrad, le but de Stalingrad, c'est de mettre la main sur Bakou. Et comme vous le savez, cette volonté de puissance n'a pas pu s'effectuer. Autre exemple, miroir pratiquement, si l'on regarde quel était l'objectif fondamental stratégique de l'Empire nippon dans sa guerre dans le Pacifique, son objectif premier, explicitement connu des ennemis également américains, c'est de mettre la main sur la plus belle source d'énergie abondante et pas chère disponible dans cette région-là du globe, qui sont l'Indonésie, ce qu'on appelait à l'époque les Indes néerlandaises. Donc effectivement, la Seconde Guerre mondiale, on le voit peu, on en parle peu parce qu'on est obnubilé par les histoires humaines, mais si l'on regarde, si on élargit, comme on regarde la toile de fond, on a effectivement des volontés de puissance qui n'ont pas de pétrole et qui cherchent à mettre la main sur cette source d'effectuation de leur volonté de puissance cauchemardesque. Je continue rapidement sur ces exemples historiques. Je ne voudrais pas trop m'attarder dessus, mais pour moi, ils sont extrêmement significatifs et heuristiques pour comprendre cette omniprésence, ce rôle du pétrole comme sang de l'organisme sociétal et technique. C'est ce qui se passe tout de suite après la Seconde Guerre mondiale. L'idée des Américains, fondamentalement, ils constatent que le pétrole risque de leur manquer. Bien qu'étant la première puissance du monde, ils sont en train de mener une guerre sur 3 continents et sur 3 océans.
Et l'amirauté s'inquiète de ça, et le plan qui est mis en œuvre au sortir de la Seconde Guerre mondiale, à travers notamment le fameux plan Marshall, c'est de brancher, que le pétrole américain reste exclusivement pour alimenter l'économie américaine. À partir de ce moment-là, les Américains deviennent importateurs nets, n'exportent plus de pétrole, deviennent même importateurs nets de pétrole. C'est un peu comme, vous imaginez, une fourmilière qui tombe sur un gros pain de sucre et qui, à un moment donné, s'agite tellement qu'il lui faut aller chercher du sucre plus loin pour pouvoir continuer à croître et à prospérer. Une croissance, vous l'avez vu sur le graphe en introduction, une croissance économique implique, nécessite d'avoir une croissance des ressources énergétiques en face. Et donc le plan qui est mis en œuvre, c'est quelque part le système sanguin lui-même, l'organisation du système sanguin de la seconde partie du XXe siècle, c'est le branchement du pétrole arabe, du Golfe arabo-persique, sur les alliés, l'Europe de l'Ouest d'une part, et le Japon d'autre part. Et ici, vous avez une photo de ce qu'on a appelé le pacte du Quincy. Une semaine après Yalta, Roosevelt, qui est à l'époque très malade, prend la peine de s'arrêter sur le canal de Suez pour sceller l'alliance la plus stable et la plus étrange, si on y réfléchit politiquement, entre la première puissance mondiale, les États-Unis, et la première source d'énergie mondiale, l'Arabie saoudite, dont vous savez qu'elle dispose des plus vastes réserves de pétrole conventionnel. Bon, je passe rapidement là-dessus, mais on peut regarder également l'histoire des 30 Glorieuses françaises. On peut regarder le rôle du pétrole. La découverte du pétrole en Algérie française dans les années 50 a eu un rôle très important. Et De Gaulle, à l'époque, constate que la découverte de Hassim et Saoud, le puits de la chance dans le Sahara algérien, est une grande chance qui pourrait changer le destin de la France. Voilà. Donc vous avez cette toile de fond en permanence. À chaque fois que vous avez la notion d'effectuer une puissance, en particulier pour ce qui vous intéresse, je pense, à moins que vous vouliez travailler dans l'industrie de l'armement, la puissance industrielle, la puissance économique, il y a toujours nécessairement en miroir, aussi vrai qu'un watt égale un joule par seconde, une toile de fond de disponibilité énergétique, et en particulier, jusqu'à présent, de pétrole. Alors, quel problème ça pose? Le climat, je ne m'y attarde pas. Je pense que si vous êtes là, vous êtes parfaitement, presque parfaitement, on n'a jamais fini d'apprendre, au courant des conséquences à travers l'effet de serre de cette omniprésence des énergies fossiles de manière générale et du pétrole en particulier. Ça, c'est les conséquences, enfin, c'est l'une des conséquences les plus problématiques et les mieux documentées, mais il y a une cause qui tient à la nature même du pétrole, qui est une ressource tarissable. Alors au Shift, on dit du coup que ce problème du caractère tarissable, épuisable du pétrole fait qu'il y a une double contrainte carbone. Mais il ne faut pas croire que cette notion d'épuisement du pétrole soit quelque chose qui se situe dans un avenir extrêmement lointain. Ce graphique-là, alors il est un petit peu difficile à lire, mais je vous le résume. En fait, la partie en rouge que vous voyez, elle dit tout simplement que plus de la moitié de ce camembert, plus de la moitié des sources actuelles d'approvisionnement en pétrole de l'Union européenne, qui est le premier importateur mondial de pétrole, et pour cause, on est la première puissance économique mondiale, l'Union européenne, eh bien, plus de la moitié de ces sources d'approvisionnement sont appelées à décliner pour des raisons géologiques, à commencer par la Russie, d'ici à 2030. Donc voilà, donc là, ce que je voulais, la première partie du titre, c'était de vous dire que vous illustrez le fait que, et quelques conséquences du fait que le pétrole est le sang, en tout cas la principale portion du sang, du système sanguin de l'économie mondiale, et que du coup, il surdétermine la nature de l'organisme qui se déploie autour de ce système sanguin. L'analogie est parfaitement valable. Alors maintenant, comment est-ce qu'on réussit une opération à cœur ouvert? Alors, c'est une question qu'on explore beaucoup et que vous serez appelé à explorer vous-même, ou si ce n'est déjà le cas. Comment est-ce qu'on réussit à changer le système sanguin, ou en tout cas à changer le sang de l'économie mondiale, puisque c'est ça l'idée, hein, les accords de Paris sur le climat, ça veut dire se débarrasser, enlever 85% des sources d'énergie fossiles, carbonées et tarissables, et de les remplacer
par autre chose. Et on devine par ça, et c'est ce qu'exprime ce graphe par lequel je vais terminer ce bref aperçu. On devine en se disant que changer le système sanguin de la société, ça revient à nécessairement déformer, modifier, changer l'organisation technique, l'organisme socio-technique lui-même. Alors, ce graphique-là, il vient d'une publication que le Shift Project a faite dans le cadre d'un rapport qu'on a réalisé pour l'association des plus grandes entreprises françaises, la FEP, qui réunit le CAC 40 et puis une centaine d'autres boîtes. L'idée, c'était de leur, justement, en fait, de leur déployer ce que je suis en train de vous raconter, c'est-à-dire comment est-ce qu'on aborde, à l'échelle, en l'occurrence, d'une grande entreprise, l'opération à cœur ouvert, qui consiste à changer le sang, le vecteur énergétique de la société, de le remplacer par autre chose. Hein, jusqu'à présent, je vais venir tout de suite après à l'explication de ce graphique, jusqu'à présent, les présupposés thérapeutiques pour réussir cette opération ont été très partiels, très naïfs, j'allais dire, au sens où on a fait comme si il suffisait tout simplement de remplacer un vecteur énergétique par un autre et de continuer à perpétuer la croissance de l'organisme animé par ce système sanguin. Alors c'est ce que dit en fait ce graphique. Si vous le regardez, vous avez toujours en Y, vous avez toujours la croissance économique mondiale, et en X, alors non plus simplement le pétrole, mais l'énergie de manière générale, mais vous avez compris que c'est un proxy, puisqu'en fait, c'est largement un proxy, puisque le pétrole est la principale source d'énergie au sens large, et la principale source d'énergie carbonée. Donc, en fait, le problème qui se pose à l'échelle de l'énergie, et en fait le problème des énergies fossiles, et en particulier primus inter pares, premier parmi les égaux, le problème de la substitution du pétrole. Donc cette relation compacte que je décrivais, on la retrouve pour le pétrole, mais on la retrouve pour l'énergie, et on la retrouve pour les énergies fossiles. C'est la même chose, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à présent. Donc, ce que dit ce graphique, c'est que voilà, vous retrouvez ce graphique que je vous ai montré au début, cette relation, pour ainsi dire, proportionnelle entre cette régularité, cette fonction affine entre pétrole d'un côté, enfin énergie d'un côté et croissance économique de l'autre, activité économique de l'autre. Vous avez quelque chose qui ressemble à une fonction affine par morceau, ici. Et puis, qu'est-ce qu'on doit faire à partir d'ici? Alors, on est en 2017, malheureusement, en 2020, on est un peu toujours dans la même situation, ça ne change pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir des énergies fossiles? Alors, si on compte sur l'efficacité énergétique, c'est-à-dire sur les progrès strictement techniques et sans rien changer à l'organisation de l'organisme lui-même, on voit que ça ne suffit pas, puisqu'en fait, les gains d'efficacité énergétique, c'est-à-dire, pour simplifier, le progrès technique, le progrès des usages également, mais sans changer fondamentalement l'organisation, c'est beaucoup trop lent pour espérer décarboner au rythme voulu. Et en fait, là, toutes les courbes qui sont en gris foncé correspondent à des scénarios d'évolution du PIB mondial. C'est-à-dire que tout ce qu'ils vous disent tous, c'est qu'il faut réussir à faire plus avec moins. Si vous regardez bien. Plus de croissance économique avec un peu moins, voire beaucoup, beaucoup moins d'énergie. Et en fait, ça, c'est un pari. Alors évidemment, on n'a pas le temps de rentrer, mais on peut peut-être aborder ça, les conséquences de ce que suggère ce graphique dans les questions. Mais comme vous le savez, en bon physicien, une expérience doit être reproductible. Or, ça, en particulier, ce que vous voyez à gauche ici, la courbe en vert, c'est la moyenne, en fait. C'est la moyenne de tous ces scénarios. Ce qui se passe ici, c'est-à-dire plus d'activité économique avec moins d'énergie, eh bien, ça n'est jamais advenu. Voilà. Je m'arrête là parce que ça ouvre énormément de questions et puis voilà, on se laisse le temps
mon aperçu que je peux vous donner de ces enjeux-là. Je vous propose peut-être, Damien, si ça te va, qu'on passe aux questions. Parfait. Merci Mathieu. On va commencer par une question simple, mais perturbante. Comment est-ce que tu expliques que si on approche d'une éventuelle raréfaction du pétrole, le prix du pétrole reste bas aujourd'hui? Aujourd'hui, il se passe un petit quelque chose du côté de la demande. C'est-à-dire qu'on est confronté à une récession économique absolument sans précédent. Si on dézoome un petit peu sur la dernière décennie, ce qui s'est passé fondamentalement sur le prix du pétrole, c'est une grande volatilité. Si on se souvient un petit peu des évolutions du prix du baril, depuis 2010 et même depuis l'an 2000, d'abord, ce prix du baril a cru très vivement, très fortement. Je vais y revenir sur la première décennie, 2000-2010. Et puis à partir de 2010, il a surtout fait le yo-yo. Et il est monté à des prix avant de baisser à partir de 2015. Il s'est maintenu de 2010 jusqu'à 2015 à un niveau absolument sans précédent, très au-delà des niveaux atteints, même y compris à l'époque des chocs pétroliers de 1973 et de 1979. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au cours de la décennie précédente? Eh bien, ça manifeste en fait une première étape, le premier symptôme peut-être le plus clair de la raréfaction future, ou le début du processus de raréfaction du pétrole, c'est qu'en 2008, à l'issue d'une augmentation des prix du baril sans précédent, au début des années 2000, au moment de la crise de la bulle Internet et avant ça de la crise asiatique, le baril se balade un peu entre 10 dollars et 20 dollars. Très en dessous de ce qu'on a aujourd'hui. Il n'y a pas eu énormément d'inflation entre-temps. Donc, c'est presque des prix en dollars constants. Pendant tous les années 2000, le prix du baril augmente très, 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 très vivement jusqu'à atteindre en 2008, au moment de la crise des subprimes, son record absolu jusqu'à présent, 147 dollars le baril. Et qu'est-ce qu'il se passe concomitamment? Ça, c'est l'évolution sur le marché, mais vous savez que le prix est un reflet entre l'offre et la demande, bien évidemment. Un reflet indirect, mais un reflet quand même. Eh bien, géologiquement, du point de vue industriel, les années 2000 correspondent à ce que les pétroliers appellent la fin du pétrole facile. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on voit les pétroliers déplacer leurs trépans dans des endroits, commencer à aller chercher le pétrole dans des endroits de plus en plus extrêmes, de plus en plus compliqués. On a commencé à parler après avoir développé le offshore, la production offshore, on a commencé à parler de deep offshore au début des années 2000, puis de ultra deep offshore. Et la dernière grande découverte pétrolière, elle se situe au large de Rio de Janeiro, à 10 km sous la surface des flots. Voilà, donc ça, c'est un fruit, c'est pas un fruit à portée de main, c'est un fruit qu'on est allé chercher, non pas sous les flots, mais tout en haut de l'arbre. Et en 2008, l'année du choc pétrolier, l'année de la crise des subprimes, la production mondiale de pétrole franchit un point caractéristique qui est le pic du pétrole conventionnel. C'est quelque chose qui a été documenté depuis, notamment par l'Agence internationale de l'énergie. À partir de ce moment-là, la production de pétrole conventionnel, c'est-à-dire le pétrole liquide classique, qui constitue les 4/5 de l'offre, et qui est l'or noir par excellence, pour ses propriétés physiques et la simplicité relative pour aller le chercher par rapport au pétrole non conventionnel qui se sont développés depuis, eh bien, en 2008, le pic du pétrole conventionnel est franchi. Qu'est-ce que ça veut dire le pic? Eh bien, c'est une gaussienne, tout simplement, vous connaissez, une ressource finie, un puits de pétrole aussi bien que la boîte de biscuits qui vous attend dans la commode. Toute ressource finie, son exploitation dans le temps part de zéro, passe par un maximum. Alors le maximum, ça peut être une jolie gaussienne, une jolie courbe en cloche, ça peut aussi être un plateau, mais elle passera par un maximum avant de décliner jusqu'à zéro. Bon. Et bien, en 2008, la somme de toutes les sources de production de pétrole conventionnel passe par son maximum. Et l'Agence internationale de l'énergie, compte tenu de ce qu'on sait de l'état des réserves et des découvertes depuis, ne s'attend pas, en fait, aucune source de référence ne s'attend à ce que le phénomène soit inversé. Alors depuis, on a eu un pic qui a été franchi et on se situe sur un plateau ondulant légèrement en dessous de ce maximum. Et c'est un calcul qui est assez simple. On connaît en ordre de grandeur
l'état des réserves de pétrole conventionnel, il est très facile d'inférer quelle sera l'évolution de la production. Alors, on ne sait pas à partir de quel moment cette production va décliner suffisamment pour que ça soit évident. Il n'empêche que ce déclin, pour le pétrole conventionnel, encore une fois les 4/5 de la production mondiale, ce déclin est amorcé. Très bien. Donc tu évoques le fait qu'on a déjà passé un pic pétrolier sur le pétrole conventionnel et qu'il y en aura forcément un sur le non conventionnel. Donc une question, c'est par rapport à la préparation que l'industrie, et notamment européenne, devrait prendre en compte. Est-ce que tu as des recommandations, des idées, du partage d'études sur comment l'industrie, donc à la fois l'industrie énergétique et l'industrie non énergétique, mais qui utilise du pétrole, donc par exemple du plastique ou du goudron, devrait se préparer et aussi sur quel horizon temporel? Alors, je sais bien qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur toutes ces questions-là, mais quelles sont les grandes tendances Non, en fait, il n'y a aucune incertitude. Il n'y a aucune incertitude puisqu'on a signé un bout de papier qui s'appelle l'accord de Paris. Donc il y a une double contrainte carbone. Et ce dont je suis en train de parler, là, ce sur quoi on s'attarde, malheureusement, j'aimerais bien qu'on s'y attarde un peu plus, mais enfin, je veux dire, pas nous ici, hein, mais de manière générale, dans les médias, ça n'est qu'une seconde excellente raison de sortir du pétrole. Une seconde. La première, c'est le climat. Et en fait, le climat, ce qui est écrit dans les pas noirs sur blanc, mais ce qui est écrit entre les lignes de l'accord de Paris, c'est qu'il faut faire décroître les émissions de CO2 et par conséquent, en ordre de grandeur, la consommation d'énergie fossile, et le pétrole en particulier, de 5% par an, tous les ans, pendant 2 générations. C'est ça que ça veut dire l'accord de Paris. 5% par an, il est très peu vraisemblable que dans le pire scénario, un déclin géologique atteigne ce rythme-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, cette problématique du pic pétrolier est en fait la voiture balai. Je ne sais pas si certains d'entre vous apprécient le Tour de France. Vous savez, sur le Tour de France, les coureurs qui n'arrivent pas à grimper en haut de l'Alpe d'Huez, qui échouent dans cette course, eh bien, ils sont ramassés par une voiture balai. Et en fait, le déclin géologique du pétrole, qui est un secret de polichinelle pour les pétroliers, hein, M. Pouyanné, tous les pétroliers savent ça, connaissent ces symptômes de la raréfaction du pétrole liquide classique, en tout cas des découvertes. Les découvertes, tiens, c'est un symptôme très intéressant, je m'y attarde une seconde, je ne l'ai pas mentionné. Les découvertes de pétrole conventionnel annuelles, qui sont mesurées tous les ans, n'ont jamais été aussi maigres qu'aujourd'hui, faibles qu'aujourd'hui. Si vous réfléchissez 2 secondes, et si vous oubliez qu'on habite une sphère, c'est complètement contre-intuitif. Le pétrole, alors certes le prix du baril a décliné, mais il a été très 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 élevé pendant 10 ans. Les investissements dans la recherche de pétrole n'ont jamais été aussi élevés, d'une part. D'autre part, la géophysique, le traitement du signal, les mathématiques appliquées dans la modélisation des ressources géologiques ont tous connu des développements absolument vertigineux. Néanmoins, les pétroliers trouvent systématiquement de moins en moins de pétrole, et c'est une tendance qui s'est amorcée dans les années 60. Donc, ça fait depuis les années 60 que, globalement, en tendance, les pétroliers trouvent moins en moins de pétrole. Il faut pas, ça ne demande pas de sortir d'une grande école d'ingénieurs, d'inférer de ce symptôme le fait qu'à un moment donné, la production, puisque les découvertes déclinent, la production va décliner. Bon, mais ça, si vous voulez, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment la voiture balai, sachant qu'on peut s'attendre, quand on regarde les pays qui déclinent, parce qu'il y a de nombreux pays pétroliers dans la production décline, et malheureusement pour nous Européens, il y en a beaucoup autour de nous. L'Algérie est en train de décliner, le Nigeria décline, l'Angola décline, le Mexique décline, la mer du Nord, cas d'école de ce phénomène, décline. On observe des taux de déclin qui ne sont pas de 5% par an. Sauf si on arrête tout, sauf si on arrête d'investir et qu'on arrête les pompes et qu'on se contente de la pression naturelle qui décroît au fil du temps dans un champ pétrolier. On n'est pas à 5% par an. Et en fait, au Shift Project, nous, on sert de matrice de réflexion au départ. Je vous ai mentionné le rapport qu'on a fait pour les grandes entreprises de la FEP, de matrice de réflexion stratégique pour des grands groupes qui comprennent d'une part que c'est degré ou de force, degré si on veut respecter la parole ou l'écrit des accords de Paris, ou de force, parce que si on ne sort pas du pétrole pour le climat, si on garde la même voracité d'énergie fossile et de pétrole en particulier, à un moment donné, on va être rattrapé par la voiture balai qui s'appelle le pic pétrolier. Donc en fait, cette réflexion stratégique, elle est peu ou prou amorcée aujourd'hui par tous les grands groupes industriels. Les politiques sont en retard, ou en tout cas, ils ont un diagnostic et des réflexions thérapeutiques qui sont partielles, parfois naïves, mais le phénomène est enclenché. Donc en fait,
cette évolution des modèles d'affaires, cette réflexion en tout cas, malheureusement, ce n'est pas encore les modèles d'affaires, ni même l'organisation des sociétés politiques qui évolue. En tout cas, cette réflexion, elle est avancée. Et j'ose dire qu'au Shift Project, on fait partie des endroits où on stimule cette réflexion. Mais par rapport à ça, si je peux me permettre, vous dites qu'elle est amorcée, mais on sait bien que si on veut rester dans les 2 degrés d'augmentation de température, il faudrait que toutes les sources pétrolières qui sont dans le sol, on ne les exploite pas. Or, vous parlez d'amorçage de la réflexion, mais donc ça veut dire qu'on va continuer à être vorace en pétrole et d'aller chercher les gaz bitumineux, les schistes, etc., etc. Et donc, on va continuer à produire CO2. Donc, quelle est votre vision là-dessus? Est-ce que le pétrole qui reste à exploiter, il va rester dans le sol à 50%, à 100%, à 0%? Comment, voilà, quelle est votre vision là-dessus, vous? La question est la question de la mise en œuvre d'une méthode thérapeutique adéquate. Ce que j'essaie de dire avec le titre de cette présentation, c'est que certes, le pétrole est le sang de l'organisme technique, mais la conséquence de la société, quoi. Notre destin sociétal, il est pris, il est enchâssé comme une pierre dans une bague dans les systèmes techniques qui surdéterminent notre manière de bouffer, de nous déplacer, de chauffer, de refroidir, de compacter, de tout faire, en fait, de mobiliser l'énergie. Bon. Ça veut dire qu'effectivement, on continuera à exploiter le pétrole si on ne pose pas, et c'est là qu'intervient le métier d'ingénieur, le rôle décisif du métier d'ingénieur, une réflexion sur le métabolisme de notre société et de comprendre non seulement comment on peut, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer le système sanguin si on ne change pas l'organisation précisément des organismes. C'est pas possible. Et c'est pour l'instant l'erreur dans laquelle on continue à buter, c'est qu'on se dit, il n'y a qu'à garder en fait le même système, simplement remplacer le sang par un autre sang. En fait, c'est le système sanguin lui-même qui doit changer, et d'une part, et d'autre part, la modification de ce système sanguin va modifier, degré ou de force, pour le meilleur ou pour le pire, l'organisation du système lui-même. Degré, si on réfléchit, on se dit, ah ben tiens, on a peut-être besoin de moins de matière et de matériaux, donc d'énergie, si finalement on partage les voitures ou si on se réorganise comme ça, de manière plus sobre et plus robuste, ou de force, et là je reviens sur ma voiture balai. Donc, pour Claude, pour vous répondre, si on continue sur cette pente de plus faible résistance et si on refuse de tenter de remonter le col qu'il faut remonter, c'est ça la transition énergétique, hein, c'est un col d'une haute montagne, ben on va se retrouver piégé dans une espèce de marais. Moi, c'est ce que je crains et ce que je vois très fortement aujourd'hui, c'est qu'on risque d'en s'empêtrer dans un marais. Et pour moi, dans un marais où on aura moins de pétrole, tendanciellement, petit à petit, on va se retrouver sevré de force comme quelqu'un qui est accro à une drogue, qui reste accro à sa drogue, mais qui manque de cette drogue, qui se retrouve en manque. Et en plus, on va subir les conséquences du réchauffement climatique. Donc ça, c'est une zone marécageuse. J'ai l'impression que si on continue comme ça, c'est-à-dire sans pensée thérapeutique, penser ce chemin de haute montagne, on va se retrouver embourbé dans un marais. Et pour moi, vous l'avez compris peut-être, à l'entrée de ce marais, il y a un panneau où il y a marqué croissance verte. Ce genre de mantra, en fait, tue toute qualité de réflexion sur la réalité du problème posé, qui est un problème métabolique. Donc, qui est un problème d'ingénieur. Ça serait un problème de médecin, ça serait un problème de médecin ou de chirurgien si ce métabolisme était un métabolisme biologique. On parle d'un métabolisme technique. Donc, vous êtes les toubibs, vous êtes les gens qui allez devoir inventer les méthodes thérapeutiques adaptées à nos systèmes et à nos systèmes de systèmes techniques qui sont surdéterminants de notre destin. Mais si on reste sur les remèdes thérapeutiques, etc., dans votre dernier slide, là, vous avez dit il faut faire plus de croissance avec moins d'énergie, grosso modo. Est-ce que c'est pas ça qu'il faut changer? J'ai suggéré que ce n'était pas possible, en fait. Voilà, donc c'est ça. C'est ce dogme de croissance qu'il faut aussi revoir, non? Je vous laisse tirer vos propres conclusions. On n'a jamais réussi à faire plus avec moins. Est-ce qu'on peut faire plus d'activités économiques avec moins d'énergie? J'ai peur que non. Et si on prenait l'exemple d'une partie de la transition qui pourrait consister à envisager d'autres énergies, donc des énergies alternatives, renouvelables, nucléaires, est-ce que tu peux nous parler des relations qu'il y a entre ces énergies alternatives et les énergies fossiles?
dans le cadre d'une possible transition? Elle est très simple en fait, et si vous avez réfléchi, si vous réfléchissez en ingénieur, elle tombe sous le sens. Pourquoi est-ce qu'on a commencé par le pétrole? Parce que c'était ce qu'on avait, c'était le fruit bien mûr à portée de main. C'est la source d'énergie qui de par ses propriétés naturelles, accumule le plus grand nombre d'avantages. Donc, alors, ces avantages, je vais très vite, hein, mais déjà, elle cumule les fonctions de stock et de flux. C'est-à-dire un baril de pétrole, si vous avez une grand-mère ou si chez vous, vous avez une cuve à mazout, bah, vous pouvez laisser votre cuve à mazout comme ça pendant des années et des années. Vous pouvez revenir allumer votre cuve à mazout une fois que vous aurez nettoyé un petit peu les joints et tout ça. Mais évidemment, l'électricité, comme vous savez, ne se stocke pas et ça pose une kyrielle de problèmes d'organisation du métabolisme derrière si on veut pouvoir stocker l'énergie mobilisée à travers l'électricité. Ça, c'est un des. Il y en a d'autres, hein, c'est un des problèmes. Donc, là, en résumé, finalement, si on y réfléchit 2 secondes, on peut résumer ça comme ça. Toutes les alternatives au pétrole et aux énergies fossiles de manière générale ont toutes en commun d'être plus compliquées, d'engendrer des organisations techniques qui sont plus subtiles. Pensez à la voiture électrique, par exemple. Une voiture électrique, c'est plus simple. Un moteur électrique, c'est plus simple qu'un moteur thermique. Un électroaimant, un rotor, un stator, moins de pièces, c'est beaucoup moins compliqué. Mais le système technique général qui permet de faire massivement de la mobilité électrique, et en plus de la mobilité électrique qui n'émet pas de CO2, c'est-à-dire qui ne compte pas sur le fuel, sur le gaz ou sur le charbon pour faire tourner les centrales, ce système-là, oui, il est compliqué. Vous retrouvez la même complexité avec une centrale nucléaire. C'est un peu compliqué le nucléaire quand même. Voilà, en physique, c'est pas la physique nucléaire, c'est pas le skieur. Enfin, vous savez ça quoi. C'est pas le problème du skieur. C'est un tout petit peu plus compliqué. Les énergies renouvelables, physiquement, c'est pareil. Elles sont beaucoup plus compliquées. Le vent, il n'y en a pas tout le temps. Le soleil non plus. Rien que ça. Je ne parle même pas de la maîtrise de la physique quantique qu'il faut avoir pour faire des panneaux solaires. Une éolienne, c'est plus simple. Ça, l'énergie du vent, on s'en sert depuis la haute antiquité, voire depuis la préhistoire. N'empêche, vous avez du courant continu, il faut le transformer en courant alternatif. Voilà, les systèmes alternatifs à l'organisation du système sanguin énergie fossile ont tous en commun d'être plus compliqués. Et c'est l'une des conséquences, avec le lien avec la croissance, Claude. Ça veut dire aussi que à toutes choses égales par ailleurs, les alternatives au pétrole, au gaz et au charbon étant plus compliquées, elles sont plus chères aussi. On peut résumer ça comme ça. Donc elles sont plus chères en monnaie, mais elles sont plus chères également en tonnes de trucs et de machins. Et on joue pour les mobiliser, pour les mettre en place. Et du coup, c'est intéressant de réfléchir sur la sobriété du système. Si mon système a moins de besoins, alors je peux arriver à simplifier le métabolisme en amont. Mais imaginez ça, vous avez un consensus là-dessus. On peut avoir il y a beaucoup de dissensus sur la thérapie la plus simple, mais ce que tous les gens qui observent ces problématiques, ce sur quoi ils sont d'accord, la partie du diagnostic avec laquelle ils sont d'accord, c'est que toute alternative au pétrole est, toute chose égale par ailleurs, plus complexe, et que donc il est extrêmement, c'est une hypothèse, on va dire, très hardie, voire indéfendable, d'estimer qu'on peut à usage constant, remplacer le pétrole par autre chose, que ce soit du nucléaire ou de l'éolien ou du solaire ou ce que vous voulez. C'est physiquement et d'un point de vue d'un regard d'ingénieur, pas convaincant. Justement, à propos de, alors du coup, pas d'énergie alternative, mais plutôt d'énergie dite de transition, certains promoteurs du gaz naturel voilà, le promeuvent comme une réelle énergie de transition, mais toi, tu as présenté le fait que c'était extrêmement similaire au pétrole. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette argumentation de l'industrie gazière et nous parler aussi des réserves de gaz? Alors, premier point, absolument exact, que évidemment la combustion des formes les plus simples et légères d'hydrocarbures génère à puissance égale délivrée moins de gaz à effet de serre, puisqu'en fait on mobilise proportionnellement, de manière assez lapidaire, plus d'hydrogène
on fait plus d'H2O que de CO2, avec du méthane qu'avec de l'octane. Et a fortiori, plus vous remontez dans les chaînes d'hydrocarbures. Donc le gaz naturel, méthane, butane, propane, engendre significativement moins de CO2 à puissance égale délivrée. Ça, c'est un premier point. Second point, on retrouve cette complexité. Le gaz naturel, c'est moins bien que le pétrole. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a commencé à l'exploiter à partir du moment où il a été plus compliqué, à partir du premier choc pétrolier, essentiellement, de mobiliser davantage de pétrole. C'est plus compliqué le gaz naturel parce que d'abord, c'est gazeux, donc ça se transporte moins bien. Le marché du gaz est essentiellement un marché régional, tandis que le marché pétrolier est un marché mondial, pour des raisons de propriété naturelle. C'est beaucoup plus facile de transporter un liquide qu'un gaz. Donc déjà, vous avez cette notion, effectivement, le gaz est une énergie de transition. En fait, la seule transition énergétique massive qui ait eu lieu depuis qu'on est passé du charbon au pétrole, c'est lorsqu'on a commencé à substituer, enfin on ne va pas substituer parce qu'en fait la croissance, la consommation de pétrole n'a fait que croître, mais l'essor du gaz a permis d'arrêter, par exemple, à partir de 1973, à partir du premier choc pétrolier, de faire de l'électricité avec du fuel, c'est-à-dire avec du pétrole. Ça, c'est là, en fait, si vous regardez, c'est la seule transition énergétique massive, historique, effectivement réalisée. Vous voyez, effectivement, dans le mix électrique des pays développés, la part du pétrole électrique, la part du pétrole shunté jusqu'à représenter quelque chose de très subsidiaire aujourd'hui, remplacé essentiellement, alors certes par du nucléaire, mais surtout par du gaz naturel. Ça, c'est un premier point. C'est un second point. Troisième point, la question du climat. Est-ce qu'il est vrai de dire que le gaz est un intermédiaire, un chemin plus facile, un relais dans la transition du point de vue du climat? Alors, c'est partiellement vrai. C'est-à-dire que si en Allemagne ou en Chine, on remplace du charbon par du gaz, comme je viens de le dire, il y a un gain. Il y a en tout cas, au contraire, une économie du gaz à effet de serre. On va dire c'est moins que rien, c'est mieux que rien, pardon, c'est mieux que rien. Mais si on regarde les objectifs de décarbonation pour rester en deçà de la cote d'alerte d'un réchauffement de 2 degrés d'ici à la fin du siècle, il n'y a plus de gaz fossile. Il n'y a plus de gaz fossile. Donc il faut en sortir aussi. Et d'ailleurs, si vous regardez dans l'actualité, c'est quelque chose qui commence à émerger très fortement. Si vous regardez sur Internet aujourd'hui une déclaration du patron de la Banque européenne d'investissement, le CB, qui dit on ne peut plus investir sur le gaz fossile. On ne peut plus investir sur le gaz fossile. Alors, vous retrouvez, donc, pour des raisons au climat, mais en fait, et ça, c'est quelque chose qu'on va tâcher de documenter dans les mois qui viennent au Shift, il y a aussi un problème géologique. Il y a aussi un problème géologique sur le gaz. Puisqu'on va le chercher dans les mêmes zones, ce n'est pas très étonnant de se dire qu'avec un décalage dans le temps, et encore, pas forcément, pas toujours, la mer du Nord, la production, l'Algérie, la production de pétrole décline, mais la production de gaz n'augmente plus. Elle a tendance à s'affaisser. Donc il faut s'attendre à avoir un déclin géologique décalé dans le temps. Et enfin, la question du biogaz, là, c'est à nouveau, vous retrouvez cette question de complexité et de disponibilité, de faisabilité. Il n'est pas du tout évident qu'on puisse mobiliser à usage, c'est-à-dire à niveau de consommation égal, des ressources de méthane d'origine biologique à la hauteur de notre consommation actuelle de gaz fossile. Quand je dis c'est pas du tout évident, c'est un euphémisme. Alors, oui, encore un petit peu à propos du gaz, mais aussi du charbon. On a la technologie disponible pour synthétiser des carburants à partir du gaz ou du charbon, comme ça a été fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Apparemment, Shell serait prêt à employer ces techniques-là. Qu'est-ce que tu penses de la position des pétroliers par rapport à ça? Ça pose un problème d'échelle. Moi, le seul problème qui m'intéresse, la stratégie commerciale des pétroliers, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on peut développer, sur quel outil, sur quel instrument on peut compter pour réussir l'opération à cœur ouvert que je décrivais.
comme je l'ai dit, toutes les alternatives au pétrole sont plus compliquées. Aucune ne fait exception. À moins qu'on réalise qu'on avait loupé un truc, ou qu'on maîtrise la fusion, ou que sais-je. Eh bien, c'est à nouveau le cas pour les techniques qui permettent de liquéfier du gaz ou du charbon. Alors, ce sont des techniques qui sont anciennes, qui ont été développées en Allemagne, notamment, principalement dans les années 10 et les années 20. On retrouve qu'est-ce qui manifeste cette complexité? En fait, là, on retrouve un problème qu'on retrouve très souvent, c'est un problème d'échelle industrielle significative. Techniquement, à l'échelle du laboratoire ou à l'échelle d'une unité de production, quels que soient les rendements, quelle que soit la complexité de ce que vous entreprenez, vous pouvez tout faire. Sur une paillasse, on peut tout faire. On peut faire des micro-organismes OGM qui font caca, qui défectent du pétrole. On sait le faire. Exxon a des laboratoires pour faire ça. On décante des micro-organismes et on les transforme en hydrocarbures. La question est une question de à quelle échelle je peux déployer cette solution de manière vraisemblable pour que ça soit plus qu'un gadget ou qu'une solution subsidiaire. Et bien là, bon, l'expérience a déjà été faite par de nombreux pays, tentée en tout cas, la liquéfaction du charbon. L'Allemagne nazie, j'ai fait allusion, a été très très loin là-dedans. On a vu qu'ils n'ont pas pu faire jeu égal avec la production pétrolière des puits américains. Loin s'en faut, loin s'en faut. C'est bien pour ça, comme je l'ai dit, les nazis ont envahi l'URSS. Et c'est l'une des raisons fondamentales pour lesquelles ils ont perdu la guerre, lorsque les bombardiers européens, les bombardiers alliés ont commencé à réussir à toucher les usines de liquéfaction. Albert Speer, qui était le grand ordonnateur de l'effort de guerre allemand, a écrit dans ses mémoires qu'il avait compris à ce moment-là que la guerre était définitivement perdue. Il se trouve que, moi j'ai un exemple en tête, la liquéfaction du charbon, la Chine y a renoncé par exemple. Pour des questions de rendement industriel, la Chine moderne, avec tous les moyens, a envisagé, parce qu'elle est avec l'Europe aujourd'hui la plus grosse importatrice mondiale de pétrole, ce qui pose d'autres problèmes, des problèmes géostratégiques. Il faut être copain avec les Vénézuéliens, il faut être copain avec les Irakiens, pour pouvoir alimenter la machine industrielle chinoise. Et les Chinois qui ont, et c'est bien une grosse part du problème, beaucoup de charbon, beaucoup trop, ont renoncé à la liquéfaction du charbon, pour des raisons du caractère impraticable d'un développement à grande échelle de ces techniques, qui tient fondamentalement aux pertes de rendement. C'est la même chose pour la capture et le stockage du CO2. Vous avez des pertes de rendement, la transformation, comme vous le savez bien, toute transformation, l'énergie c'est ça, la notion de l'énergie c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de repas gratuit. Et en particulier pour le CO2, dont les propriétés physico-chimiques rendent toute transformation du CO2, et c'est presque la même, c'est dans une certaine mesure la même chose pour les hydrocarbures, à un coût énergétique qui rend le déploiement d'alternatives de ce type-là compliqué. Je me rappelle avoir, sur un rappel une anecdote, j'ai longé les usines de liquéfaction d'Afrique du Sud. Au moment de l'apartheid, à l'époque du régime de l'apartheid, dans les années 80, il y a un embargo sur le pétrole. Nelson Mandela a dit que c'était l'une des raisons principales qui ont abouti à l'impasse du régime d'apartheid. Cet embargo sur le pétrole a poussé les africaneurs, le régime africaneur, à développer la liquéfaction du charbon, soit dit en passant, en utilisant les techniques développées par les nazis. Bien, moi, j'ai longé une usine de liquéfaction à Pretoria. Il fallait, je me rappelle, je crois que j'ai mis une demi-heure en voiture à longer l'installation. Et ils arrivaient à produire quelques dizaines de milliers de barils le jour. C'est-à-dire une fraction de la consommation de l'Afrique du Sud, qui n'est même pas un gros consommateur d'énergie, ni de pétrole. Donc c'est toujours une question d'échelle. Qu'est-ce qu'on peut faire techniquement? Ok, on peut faire plein de choses techniquement. La créativité n'a pas de limite. La question est une question de métabolisme. Est-ce que cette solution technique peut être déployée à la bonne échelle, à une échelle intéressante, pour offrir véritablement une solution? Vous avez parlé tout à l'heure qu'il fallait faire une opération à cœur ouvert pour les entreprises.
une des questions que nous posent les étudiants, là, on leur dit on est en train de réformer le cursus, on va intégrer davantage les enjeux climat-énergie dans le programme, etc. Donc ça, ils adhèrent à fond. La question qu'ils nous posent et sur laquelle on est parfois un peu en peine de répondre, c'est ouais, mais ok, on va être formé à ça, mais comment on va rentrer dans les entreprises, on va être broyé par le système et on ne pourra rien dire, quoi. Comment vous voyez ça, l'intégration des générations d'ingénieurs futurs là, que l'on va former à ces enjeux-là dans l'entreprise, et quelle marge de manœuvre vous pensez qu'ils vont avoir pour arriver à impulser un changement? À quelque chose, malheur est bon. Il y a une bonne nouvelle dans la tragédie qui se pose avec notre addiction aux énergies fossiles, c'est que l'évolution est inexorable. Inexorable. Ça va se passer, comme je disais, de gré ou de force, soit pour le climat de gré, soit à cause de contraintes d'approvisionnement de force. Ça veut dire que les compétences d'un ingénieur capable de penser des systèmes techniques complexes, pas seulement des systèmes énergétiques, mais des systèmes techniques de manière générale, capables d'imaginer des systèmes techniques débarrassés du pétrole, ça aura une grande valeur, de gré ou de force. Parce qu'il y a ce caractère inexorable précisément de l'évolution. C'est-à-dire que les compétences que l'on cherche tous ici à faire fructifier, elles seront nécessairement utiles à la société. Elles seront utiles si on ne se décide pas à faire comme Trump, c'est-à-dire comme a voulu le faire Trump, c'est-à-dire faire des papillotes avec les accords de Paris. Et elle se révélera utile le jour où on s'apercevra que si on ne sort pas du pétrole de gré, il faut en sortir de force. D'accord. Je pense qu'on a fait un peu le tour des questions, non? Il me semble. Ou est-ce qu'on a encore des choses qui… Après, peut-être qu'on pourrait préciser un petit peu plus sur l'avenir que tu verrais sur les filières techniques de l'ingénieur qui sont non spécialisées sur l'énergie ou sur le plastique, enfin sur la plasturgie. Comment tu vois finalement soit le déclin des ressources fossiles ou la baisse volontaire de leur extraction sur toutes les autres industries? Est-ce que tu as une vision à ce propos-là? Difficile d'être synthétique là-dessus, il y a tellement de spécialités, de sous-spécialités. Alors déjà, tu l'as passé comme si c'était une évidence, ce n'est pas forcément. Et tous les savoir-faire des ingénieurs dans le domaine de l'énergie et des matériaux plastiques, il y aura encore du travail pour très très longtemps. Et les compétences en plus sont polyvalentes. Au Shift, on emploie un des meilleurs chefs de projet que j'ai eu au Shift, c'était un ancien de l'industrie pétrolière. Et je ne l'ai pas du tout fait travailler sur le pétrole. La capacité à analyser et à décortiquer des systèmes techniques, voire des systèmes de systèmes, alors des équipements techniques. En fait, tout le monde est concerné. L'ubiquité de l'énergie et l'ubiquité du rôle du pétrole, si on estime que l'évolution est inexorable, alors toute activité technique va devoir se réinventer. Donc, la maîtrise de la grammaire et de la syntaxe des systèmes techniques, c'est-à-dire le métier d'ingénieur, culture ingénieur, sera absolument précieuse et d'autant plus précieuse qu'elle aura appris à réfléchir à une organisation technique débarrassée d'énergie fossile. Donc, un peu plus précisément, c'est un peu lyrique ce que je suis en train de dire, mais je crois que c'est très très vrai. C'est fondamentalement vrai. Mais pour donner un exemple, moi j'ai été frappé de voir que, c'est un exemple spécifique, je ne vais pas m'aventurer sur des métiers que je connais mal, peu, pas du tout. J'ai été frappé de voir que les compétences d'un ingénieur système travaillant sur des moteurs d'avion pouvaient être extrêmement précieuses dans une organisation comme le Shift pour penser des systèmes complexes, quels qu'ils soient, voire des systèmes de systèmes. Les mécanismes intellectuels, les méthodes qui permettent de concevoir un avion, de réfléchir à un système complexe qu'on appelle avion, ou à un système de systèmes, donc, sont parfaitement transposables et extrêmement précieuses. Aujourd'hui, au Shift, là, on a un projet phare qu'on appelle le plan de transformation de l'économie française, donc, qui consiste à essayer précisément d'imaginer une organisation technique différente. Donc, c'est de l'ingénierie de système, et même de l'ingénierie de système. Eh bien, le chef d'orchestre de ce projet-là, c'est quelqu'un qui a bossé plusieurs années à la SNECMA. Donc, c'est pas tellement, je pense que c'est pas tellement telle ou telle compétence spécifique, c'est
un mindset, comme on dit en anglais, une capacité à décortiquer des systèmes, des équipements techniques, des systèmes techniques et des systèmes de systèmes techniques, le fait d'être à l'aise dans la compréhension, dans l'analyse, en n'oubliant pas que, en général, l'énergie doit être mise au centre du problème, par définition, puisque tout ce qui se passe en physique est énergétique, ça sera utile. Même si aujourd'hui, vous êtes sur une industrie qui n'a pas d'avenir du fait de sa dépendance aux énergies fossiles, confère mon exemple là, que je disais d'un excellent ingénieur pétrolier que j'ai fait bosser sur toute autre chose et qui a navigué comme un poisson dans l'eau, du fait de sa culture générale, c'est un ingénieur des arts et métiers, qui bossait chez Perenco, qui est un des pétroliers français les plus agiles. Son agilité intellectuelle lui a permis, les mécanismes dont il disposait, la boîte à outils intellectuelle dont il disposait, ont fait que sans difficulté, en fait, il a shifté, il a réversé en fait sa manière de réfléchir. Il a été extrêmement, y compris dans un think tank qui réfléchit au post-carbone, ses compétences ont été extrêmement valorisables et valorisées. Bon, c'est chouette de finir. Donc pas de souci, il suffit d'être un bon ingénieur. Et le monde va changer de toute façon. Et si en plus vous pouvez vous participez à impulser ce changement, c'est encore mieux. Et donc du coup, suivez cette évolution. Et c'est très très bien que. Merci de participer à un travail qu'on fait au Shift. Parce qu'en fait, c'est ça, qu'on cherche à aiguillonner le système technique. Donc à développer les clés de compréhension qui vont vous permettre d'être des aiguillons pour pousser la machine à changer, à se transformer. On retient l'analyse systémique, l'esprit critique, très important. Et je trouve que c'est vraiment pas mal de pouvoir finir aussi sur cette note positive que tu viens de donner sur le fait que beaucoup de compétences des ingénieurs peuvent être tout à fait transposées sur d'autres problématiques qui sont tout aussi complexes, voire même plus. Très bien, écoute, merci Mathieu. Et voilà, je vous remercie à tous et à toutes pour votre participation. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, bonne soirée.